Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH de Bismart. Chaque jour en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse à la flexibilité et la transparence pour fidéliser les clients. Un invité sera avec nous dans quelques instants. Smart et Réglo, vous êtes un jeune chef d'entreprise, un jeune créateur. Comment protéger vos projets? C'est un vrai sujet, souvent un casse-tête. Pause café avec Fanny Griesmer. On parle de Jeff Bezos. Bah oui, il est connu mondialement, c'est l'homme le plus puissant de la planète. Elle est fan de sa méthode. Enfin, pas tout à fait, elle va nous l'expliquer. Le cercle RH et l'inclusion. Pourquoi il est utile d'intégrer des personnes handicapées dans les entreprises? On fera le point avec de très grosses sociétés, la Sodexo et Decathlon. Ce sera dans notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, parcours dynamique emploi en faveur de l'inclusion sociale dans le BTP. On fera le point avec l'un des initiateurs de ce projet. Tout de suite, c'est bien dans son job. Flexibilité et transparence. C'est pas facile à dire. Bien dans son job, on parle flexibilité et transparence, qui sont deux clés pour mobiliser et fidéliser les salariés. C'est important parce que quand on veut avoir les meilleurs, il faut évidemment offrir ses qualités. On en parle aujourd'hui avec Colin Lalouette. Vous êtes CEO d'Advisor. Alors on va revenir sur votre entreprise et puis vos heures perdues le soir, comme ça après le travail, vous avez écrit tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle. L'éditeur, c'est 1 minute 30 Publishing, ça c'est votre éditeur, et je montre le livre, voilà, ça c'est votre livre. Colin ou Colline? Colin, mais j'aime bien Colline. Moi j'avais très envie de vous appeler Colline. Colline, d'abord, Advisor, c'est une structure qui est le premier site web en Europe qui est dédié à des logiciels. Ça, c'est ce que vous allez vendre. Ça, c'est le travail que vous faites déjà d'un point de vue commercial. Vous êtes venu nous parler de la manière dont vous envisagez la relation avec vos collaborateurs. Comment ça se passe chez vous, chez Advisor? Comment vous faites pour les fidéliser, justement? Grande question, grande question. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être au travail. Ce que j'aime bien, c'est intégrer ça dans un périmètre un peu plus global qui est la responsabilité sociétale des entreprises. On en parle beaucoup sur ce plateau. Voilà, effectivement. Donc c'est bien de recadrer le bien-être au travail parce que ça s'inscrit vraiment dans cette démarche. Donc aujourd'hui, c'est quoi la RSE? C'est les actions que portent à un moment donné de manière volontaire les entreprises sur des actions environnementales, sociétales, éthiques qui vont faire en sorte qu'elles vont créer de la marque employeur pour recruter et fidéliser, bien entendu. Mais c'est aussi... On est bien chez Advisor, il faut y aller. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est la première partie. On va dire, c'est du beau. Mais la réalité, c'est de la performance. Parce qu'à un moment donné, un employé qui est bien dans ses baskets, le bien-être va apporter de la performance. La performance va apporter du bien-être. Colline, les initiatives chez Advisor, justement pour apporter ce bien-être, ce bienfait, et qui derrière, on l'entend, apporte de la performance. C'est quoi les initiatives concrètes que vous mettez en place? C'est souplesse sur les horaires, on permet aux gens de pouvoir organiser un petit peu leur vie, leur temps? Alors la démarche RSE, chez nous, elle est sur 3 fondations. Il y en a une qui est liée à la qualité de vie au travail, une seconde qui est liée à l'égalité de traitement, salaire, BSPCE, et une troisième qui est sur l'éco-responsabilité. Donc sur le premier plan, on va dire que de toute façon, toutes ces fondations vont apporter du bien-être au travail, mais sur celle qui est peut-être le plus... en vogue en ce moment par rapport à tout ce qu'on connaît, par rapport à la crise, effectivement, c'est tout ce qui est lié au télétravail et la flexibilité qu'on avait commencé à mettre en place bien avant, du coup, les événements de mars 2020. Vous qui êtes dedans, parce que vous êtes le CEO de votre entreprise, c'est un mot barbare pour le grand public, le BSPCE, qui sont en fait des bons d'achat que l'on propose aux salariés, qui ne sont pas réellement des stock options, on est bien d'accord, et qui motivent le collaborateur lorsqu'il entre, c'est ça, ça se passe. Alors le BSPCE, c'est bien à un moment donné d'avoir une rétribution par rapport au travail fourni, qui est le salaire. Mais c'est bien aussi quand on s'engage dans une démarche un peu plus longue, moyen terme, qui est notamment souvent dans le cas de start-up, du rachat, de l'acquisition de cette entreprise, de bénéficier également d'une partie de ce rachat avec ces BSPCE, qui sont des options qu'on va donner à un moment donné pour dire vous faites racheter, attendez, moi aussi j'en profite un petit peu, j'achète les actions 5 € et vous me les rachetez 100. On ne l'a pas dit, combien de collaborateurs chez Advisor aujourd'hui et quelle est la marge d'évolution possible? Alors au 31-12, on était 33 et aujourd'hui on est 36 quelques jours après. Voilà, après quelques heures, j'ai eu le temps de faire quelques contrats dans l'avion hier. Donc 4 recrutements là, ou 5 d'ailleurs, 33, 36, 3 recrutements? On a un premier trimestre qui est assez chargé, effectivement. Ensuite on va un petit peu se poser, mais on a besoin de forces commerciales beaucoup en ce moment. Donc vous recherchez des forces commerciales chez Advisor. Exactement. Il faut quand même préciser que
vous êtes un site web de référencement qui permet en fait sur votre site d'aller pouvoir chercher du référencement, les meilleurs logiciels. C'est bien ça le produit que vous vendez? On peut dire qu'on est un web média qui digitalise l'entreprise. On permet aussi bien aux managers, aux entrepreneurs de trouver facilement les produits, les logiciels qui pour leur permettre d'être plus compétitifs et aussi de travailler plus agréablement au quotidien. Donc on voit que la partie bien-être, en fait, finalement, c'est en interne, mais c'est aussi propose en externe. Oui, parce que ça fait écho finalement aux produits que vous vendez. Ça permet d'assouplir, de faciliter le travail des entreprises. Exactement. Donc il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, il y a une passerelle. Colline, pour répondre à votre question, juste sur la partie flexibilité, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'en fait, sur les horaires, c'est assez innovant. D'ailleurs, je suis assez étonné. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Voilà, je suis pas un spécialiste des RH. C'est juste la logique qui gouverne à un moment donné ma propre gouvernance. Et en fait, la flexibilité qu'on a mis en place, visiblement, on la retrouve dans peu d'endroits. Laquelle? Puisqu'en fait, du coup, on propose aux salariés, entre 7h30 pour les lève-tôt, 21h30 pour les plus couches tard, de travailler leurs 8 heures par jour. Et après, de manière discontinue, donc ils peuvent très bien travailler le matin, ensuite s'occuper de leurs enfants, de passer la garde. Mais il faut avoir le taux horaire dans cette tranche-là. Et ça, c'est autodéclaratif, donc à partir du moment où on travaille avec des personnes en qui on a confiance, il faut juste qu'elles disent oui, j'ai bien travaillé 8 heures. Avant de nous quitter, vous êtes pour ou contre le full remote? Et faites partie de ces entreprises qui sont prêtes à aller dans le full remote, c'est-à-dire le télétravail 100%, ou comme ça se passe depuis quelques jours, le gouvernement dit il faut quand même qu'ils reviennent une journée. Comment vous vous situez, vous, en tant que... Réponse politiquement correcte? Non, votre réponse, la vraie. Alors moi, aujourd'hui, je le propose pour les collaborateurs. Le full remote. Qui n'ont pas le choix. D'accord. Parce que, voilà, pour des manque de place. Ou pour des raisons familiales en ce moment, etc. Mais aujourd'hui, je le déconseille. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis invité sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ça par Skype. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, ne serait-ce que d'un point de vue physiologique, de créer ce lien. De créer du lien. Bien sûr. Et aujourd'hui, du coup, on propose 3 jours de manière régulière. L'hybridation. Pour certains un peu plus, pour certains un peu moins. On laisse de la flexibilité, mais du full remote, c'est surtout pour faire des économies à un moment donné sur le deuxième poste, qui est les locaux et les bureaux. Et ça, du coup, les entreprises comme Facebook, etc., s'en cachent pas. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la réponse n'était pas politiquement correcte. Il y a aussi un enjeu financier, évidemment, pour de très grands groupes qui réduisent, évidemment, l'un des champs de dépenses, qui sont les locaux. Bien dans son job, c'est une question un peu rituelle. Vous êtes bien, vous, dans votre job? Écoutez, plutôt bien. Vous vous éclatez? Écoutez, oui, je suis assez fier de mon entreprise, je suis assez fier de tout ce qu'on met en place. Et c'est important, justement, pour le bien-être. La fierté, ça apporte de la sérotonine. Et tout ça, le bien-être, ce n'est que de la chimie, de la physiologie. On sent l'ingénieur derrière qui parle. Avant de nous quitter, l'année va être compliquée. Vous le sentez, vous la pressentez, cette année difficile, où votre secteur d'activité, finalement, se développe parce qu'on digitalise, parce qu'on a besoin d'avancer? On a eu Xavier Niel, là, aujourd'hui, qui a fait une interview qui disait que c'était indécent, mais malheureusement, ou heureusement, le secteur, du coup, du digital se portait extrêmement bien. Donc aujourd'hui, on est là pour promouvoir le digital, donc on se porte bien aussi. Bon, votre livre, c'est important parce que vous vous êtes mis aussi à écrire, Colline Lalouette, tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle. C'est votre livre et c'était vous physiquement, pas en visio. On n'a pas fait de télétravail aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Vous reviendrez peut-être un jour en visio parce que vous êtes basé à Montpellier, me semble-t-il, non? Tout à fait. C'est ça, donc peut-être un jour une visio pour prolonger notre échange. La suite de nos programmes, c'est tout de suite. Smart et Réglo, c'est tout de suite, on va s'intéresser à la propriété industrielle, au brevet, à toute cette question de marques qui sont souvent des sujets complexes. Et on en parle avec Clarisse Thomé-Duhart, vous êtes experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Vous me le disiez en préparant l'émission, c'est intéressant parce que vous êtes avocate. Souvent, quand on est un créateur, je ne parle pas des artistes, on les met de côté, mais même un créateur d'entreprise qui a une idée, il ne pense pas à tout ça. C'est un sujet éminemment sensible quand on démarre rien que le nom de sa boîte. Il est vrai, il est vrai. Alors malheureusement, les entrepreneurs sont relativement naïfs par rapport à tout ce qu'il convient de vérifier, cette question de corrélation entre le choix du nom de sa marque et le choix d'un nom de domaine afin d'assurer la visibilité totale de son projet et un développement heureux commercialement. Donc effectivement, il convient d'être accompagné et c'est l'objet ici de notre chronique, un peu de vulgariser la chose. Alors, accompagné, on commence par quoi? On commence par l'idée de la marque. Il vient vous voir, il dit je veux créer ma boîte, je sais que mon produit va marcher, forcément il y croit. Il y a la passion en lui, je veux créer ma marque. Comment on fait déjà pour commencer là? Alors il y a toute une procédure, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de l'INPI pour vérifier la disponibilité. Institut national de la propriété intellectuelle, exactement. C'est ça? Oui. L'INPI
l'INPI, donc on vérifie. Internet. Oui, parfaitement. Sur leur site, ils assurent le référencement de toutes les marques qui sont déjà existantes. Donc, je vérifie la disponibilité du nom que j'envisage de donner à ma société. Et il est important de s'intéresser aussi à vérifier la disponibilité du nom de domaine afin d'assurer après la visibilité sur le net. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est le référencement. Et il convient vraiment de vérifier corrélativement les deux parce que si un nom de domaine est déjà déposé, ce sera une des causes d'opposabilité et d'impossibilité du dépôt du nom de la marque. Vous lui dites ça existe. Il faut négocier avec la marque. Alors, si elle existe, si le nom est déjà déposé, vous voulez dire ? Oui. Alors, on peut envisager de se rapprocher du titulaire de la marque déjà existante, soit Et négocier. pour acheter, pour négocier, ou soit, pourquoi pas, simplement maintenir la marque telle qu'elle est et se faire concéder une licence d'exploitation. C'est le cas des franchises, par exemple, qui exploitent la marque de quelqu'un d'autre. Là, la franchise, c'est quelque chose de très structuré, mais vous allez voir quelqu'un qui vous dit « mais moi j'ai la même marque, je ne veux pas », ou alors c'est 40 000 € pour pouvoir l'utiliser, mais on l'utilise pour la vie ou on a quoi, un forfait de durée d'utilisation de marque ? Alors, le dépôt, à partir du moment où on est déposé, c'est un délai de 10 ans. 10 ans. Ça nécessite bien évidemment que pendant ces 10 ans, on ait exploité véritablement la marque pour assurer aussi de la bonne foi. On ne peut pas détenir une marque et ne rien en faire et empêcher les autres éventuellement d'exploiter le nom. Alors, imaginons qu'il y ait un accord qui soit passé, on peut utiliser sa marque, ça y est, l'entreprise démarre, on peut commencer à ripolliner l'entrée d'un espace commercial. J'ai mis ma marque, et puis à l'intérieur de ça, de cette marque, j'ai un produit industriel que je suis en train de développer, mais il n'est pas encore commercialisé. Là, comment je fais ? On vient vous voir, vous lui dites, écoutez, voilà, il faut le protéger impérativement parce que vous avez une idée de génie, et dans 20 ans, vous serez milliardaire, je ne sais pas, moi, il y a plein d'innovations qui ont été faites comme ça dans un garage. Comment on fait là, dans ce cas-là ? Alors, le brevet, c'est un petit peu particulier parce que ça répond vraiment à certains critères d'innovation. Voilà, il y a un critère de technicité, il faut qu'il y ait une application industrielle, il faut que le procédé technique apporte une vraie plus-value dans l'application technique et industrielle. Donc, on va vérifier bien évidemment les critères avec lui et on va le conseiller effectivement sur la question de la protection dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire comment assurer un petit peu le secret aussi de toute cette innovation et de tous les procédés techniques. Oui, parfois il y a des formules chimiques, il y a des formules mathématiques, il y a des algorithmes. Voilà, donc pour développer en général, on ne peut pas le faire seul, c'est assez rare qu'on soit sollicité par un petit chimiste dans son coin qui développe sa formule, ça nécessite d'avoir des collaborateurs, des partenaires. Minimum d'équipe, Voilà, et puis une logistique aussi, tout ce qui relève de la sous-traitance, des gens qui éventuellement développent aussi pour vous certains aspects. Tout ça est intégré dans le document qui va être envoyé. J'imagine qu'on envoie un document pour déposer son brevet. Alors, auprès de l'INPI, on va enregistrer justement tout ce qui relève des procédés techniques. Après, nous, on va conseiller d'encadrer par des contrats, que ce soit des contrats impact d'associés avec les partenaires commerciaux, les associés, ou par exemple des clauses de non-concurrence avec les partenaires commerciaux. Mais pour être concret, ça nous protège de quoi ? Parce que on voit bien qu'il y a quand même des entreprises qui se concurrencent, qui se copient, il y a les contrefaçons, il y a des produits parfois alimentaires, industriels qui sont similaires. Ça donne droit à quoi ? Une fois qu'on dit, moi j'ai mon document de l'INPI, j'ai l'antériorité, vous m'avez copié, je vous attaque. Là, on est dans le contentieux, là. Alors, on peut privilégier dans un premier temps la voie amiable, c'est-à-dire se rapprocher, de dire, je constate Discutons. qu'il y a une copie, donc le titre même, le fait de détenir la propriété d'une marque ou d'un brevet vous permet de vous rapprocher de la personne et de lui dire je suis détenteur de la propriété du titre, donc arrêtez, tout simplement arrêtez. Et vous me devez tant peut-être, non ? Oui, on peut envisager. Oui, il y a un préjudice quand même. Oui, on peut envisager et bien évidemment de demander réparation. Mais alors ça se passe comment ? C'est-à-dire, c'est la perte du chiffre d'affaires, c'est la perte d'exploitation, le gain manqué. Logique. Quelqu'un qui vous concurrence. Mais celui d'en face vous dit bon, écoutez, non, j'ai pas envie de négocier avec vous. Moi, je suis dans mon plein droit. J'ai créé Comment on va jusqu'où là, judiciairement ? Tout simplement la voie judiciaire. Il y a des sanctions spécifiques à la contrefaçon et puis il y a aussi. Droit commercial, c'est le droit commercial, ça. C'est quoi ? Ça rentre dans quelle catégorie de... Oui, si c'est deux sociétés commerciales, on va être devant les juridictions commerciales. Donc on va agir sur le terrain de la contrefaçon et on va agir aussi sur l'action de la concurrence déloyale. Il y a bien évidemment des textes spécifiques en la matière. Vous donnez des conseils, on l'a bien compris, parce que vous êtes en train de nous l'expliquer, sur la manière dont on doit procéder. Il y a vraiment une méthodologie, une procédure. Juste d'un mot, parce que ça m'a vraiment intéressé, je ne connaissais pas. L'enveloppe Solo, alors S-O-L-E-A-U, non pas Solo, S-O-L-O. Solo, c'est quoi l'enveloppe Solo ? C'est un document, visiblement, qu'il faut préparer, c'est méticuleux, c'est très complexe. Alors, c'est pas très très complexe, mais ça nécessite effectivement d'être accompagné pour le moins. C'est préférable, mais quoi qu'il en soit, on peut toujours tenter l'aventure seul. Après, il y a toujours la question du résultat, de l'efficacité en l'occurrence. C'est tout simplement une disposition, des modalités qu'offre l'INPI.
on vous donne 2 enveloppes. Donc vous allez insérer dans ces 2 enveloppes les documents qui vont retracer le caractère innovant et toutes les caractéristiques techniques de votre innovation. Et les 2 enveloppes vont être remises à l'INPI. Et l'INPI va vous en renvoyer une qu'il ne faudra surtout jamais ouvrir. Jamais les cacheter, ouais. Si un jour vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre sur la question de l'antériorité qui a créé cette innovation en l'INPI, premier, et moi je l'ai. voilà, Et je l'ouvre en disant, regardez, telle date, tel jour, je l'ai sorti. on va l'ouvrir devant un huissier qui va procéder à un procès-verbal ou devant une juridiction, on l'apportera pour que ce soit ouvert. C'est un domaine, on parle beaucoup du pénal, ça c'est très très médiatique, c'est très grand public, mais il y a beaucoup de contentieux sur ces questions de marque et de brevetage, de droit, ça m'appartient, vous me l'avez volé. Il y a beaucoup de contentieux. Il y a beaucoup de contentieux parce que malheureusement, souvent au stade de la création, les entrepreneurs sont relativement naïfs face à toutes ces problématiques-là et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on peut être très facilement, par méconnaissance, soit soi-même contrefacteur, soit être confronté à des copies, à de la concurrence non attendue et qui représente un véritable préjudice. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a quand même la contrefaçon d'entreprises chinoises, par exemple, qui sont poursuivies par les douanes, qui cherchent. Là, c'est impossible de pouvoir avoir gain de cause face à une entreprise qui se trouve à l'autre bout du monde et qui fait à peu près le même produit ici. Il y a moyen de... Rien n'est impossible. Il est vrai que dès lors qu'on est sur le terrain international, la problématique... C'est plus compliqué. Mais c'est des réglementations qui sont complètement différenciées les unes des autres. Donc, de toute façon, si vous avez la prétention de vous insérer sur un marché en particulier, il convient quand même d'être accompagné sur place pour respecter vraiment la réglementation. Plus que jamais locale. quand on va sur le marché international, plus que jamais. Oui, vraiment. Avant de nous quitter, le conseil que vous donnez en 10 secondes, c'est soyez accompagnés, pas que de votre expert comptable, pour le dire simplement. On les aime beaucoup. Il convient quand même de se rapprocher d'un juriste, d'un avocat qui vous apportera une vulgarisation et surtout un panel d'informations qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Clarisse Thomé de Hart, merci d'être venue nous rendre visite. Vous reviendrez régulièrement, en tout cas peut-être vous et des collaborateurs ou des collègues de votre structure. Vous êtes experte en droit, vous êtes avocate de formation et vous êtes en charge du droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. La suite, vous allez voir, ça ne va pas vous dépayser, encore que c'est l'homme le plus puissant, l'homme le plus riche de la planète, encore qu'il est passé au 2e rang, je crois, de la richesse, c'est Jeff Bezos. Oui, c'est le patron d'Amazon, il a révolutionné évidemment les ventes en ligne. C'est la pause café de Fanny Griesmer. Elle nous raconte tout sur cet homme. Une pause café, enfin un café américain, vous savez, des grands cafés, bah oui, puisqu'on part aux États-Unis, on va partir à la rencontre d'un homme, évidemment, qui fait la une de tous les magazines internationaux, c'est Jeff Bezos. C'est intéressant parce que vous avez décidé de vous y pencher sur cet homme et sur son parcours et sur l'homme, le manager. L'homme avant tout. Je disais que vous l'aimiez beaucoup, peut-être que je me suis un peu avancé. Un petit peu. Vous l'aimez un petit peu? Un petit peu. Je n'ai pas d'avis. Voilà. Ouais, vous ne l'avez pas rencontré non plus. C'est un leader. Je ne suis pas encore un leader. Ouais. Peut-être que j'aurai un avis. Leader de votre antenne. Effectivement. Mais alors, pourquoi avoir choisi cet homme? Parce que nous, parlons emploi RH, qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet homme? Inspirant pour certains, très critiqué par d'autres. En tout cas, Jeff Bezos, c'est l'homme parti de rien qui a construit un véritable empire. Le concept même du self-made man. Après avoir prédit que le commerce en ligne était sur le point de décoller, il a fondé Amazon en 1994. C'était alors qu'une librairie en ligne. Amazon est depuis devenu le magasin de tout, mais aussi et surtout l'une des entreprises les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière, de revenus et de marques. Aujourd'hui, donc, je vous propose de nous intéresser à cet homme, Jeff Bezos. Donc, c'est le PDG et président d'Amazon, propriétaire également de la société aérospatiale Blue Origin, c'est le concurrent plus ou moins de SpaceX, et du journal The Washington Post, ce que j'ignorais totalement, pour rien vous cacher. Sa fortune nette est estimée à près de 200 milliards de dollars, une rondelette somme, ce qui a fait de lui un temps l'homme le plus riche du monde jusqu'à il y a peu, on va dire. Il a été détrôné par Elon Musk, le patron de Tesla, dont l'action a connu une incroyable ascension l'an dernier. Et SpaceX, il se tire la bourre sur l'espace aussi. Donc le classement, ça bouge pas mal. Il reste néanmoins riche et très influent, et cela, il ne le doit qu'à lui-même et selon de nombreux experts, grâce à son leadership. Alors, il a un leadership, il a une façon d'être, vous allez peut-être nous le dire, mais il a fixé comme ça une sorte de charte, de code d'Hammurabi, des 14 principes. Voilà, 14 entrées, lois, préceptes, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est vrai que, surtout aux États-Unis, les leaders adorent donner leurs recettes. La recette du succès de
Et selon Jeff Bezos, cela se résume en 14 lois qu'il a lui-même formulées et qu'il s'applique déjà à lui-même. On ne les cite pas toutes. Non, on va pas non, on toutes part les pas sur les 14. Mais déjà, pour vous donner un petit peu l'image de l'homme, Benoît Berthelot, lui, a signé en 2019 sa biographie, Le Monde selon Amazon, édité au Cherche Midi. Et il nous dit que Jeff Bezos est un leader à la fois charismatique et mégalomane, quelqu'un sûr de ses intuitions, prêt à tout pour réaliser ses objectifs, tourné vers l'efficacité. Apparemment, ça lui a plutôt bien réussi, hein, et pour ne rien vous cacher, ces 14 règles sont le reflet même de la personnalité de Jeff Bezos. Alors non, on ne va pas toutes les détailler. Quelques-unes, ouais. 3. La première, c'est l'obsession du client. C'est vraiment au centre de tout. Jeff Bezos laisserait souvent dans les réunions de direction une chaise vide. Pourquoi ? Pour représenter le client. Le fameux client. Et oui, un exercice pour le PDG qui a un moyen en fait de faire comprendre que le client c'est la personne la plus importante dans la pièce. Il tient également à jour, alors ça m'a plutôt surpris, une adresse électronique jeff@amazon.com. On peut lui envoyer directement. Elle est valide ? Vraiment, on peut lui envoyer un message ? Vraiment valide. En fait, il reçoit les messages et il les transfère directement au cadre concerné, justement pour améliorer la relation. Donc on peut le toucher en direct. Exactement. Vous pouvez lui envoyer des petits messages sympathiques aussi. Inspirant cet homme. Enfin, à la fois il est mégalomane, c'est une vision assez contrastée qu'on peut avoir sur lui. Assez contrasté, oui, parce qu'il y a quand même un principe sur lequel je voudrais revenir, et je le trouve assez savoureux, hein, c'est souvent, avoir souvent raison. Gros lapsus. C'est vrai que les leaders ont souvent raison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des connaissances solides et font preuve de discernement pour appuyer leurs décisions. C'est-à-dire que tous les leaders autour de Jeff Bezos doivent avoir souvent raison, peut-être toujours, je ne sais pas. Alors, moins raison que lui, quoi. Non, je ne sais pas, hein, chacun fera sa propre opinion sur la méthode. Tyrannique et autoritaire selon certains, j'ai même vu le mot gourou apparaître. En tout cas, personne n'oserait la remettre en cause chez Amazon, cette méthode, puisqu'un leader, en l'occurrence, Jeff Bezos, a toujours raison, en tout cas souvent, selon ses préceptes. Ces 14 règles figurent également sur le site d'Amazon. J'ai pu les consulter dans la rubrique recrutement. Donc j'imagine que avant de postuler chez Amazon, il faut mieux les avoir une adhésion préalable. Et je pense que dans l'entretien d'embauche, on doit vous demander des exemples pour faire matcher en fait en fonction des valeurs qui sont également affichées un peu partout dans les locaux. Hein. Donc inutile de se les faire tatouer si vous travaillez chez Amazon. Ils sont sur les murs. Jeff Bezos, un homme contrasté qui a traversé dans sa vie personnelle d'ailleurs un divorce qui a été très médiatisé d'ailleurs. Ce qui lui a fait perdre pas mal d'argent à une certaine époque. Et puis la crise du coronavirus a bien renfloué les caisses également. Avec les polémiques françaises sur l'utilisation ou pas de cette entreprise. Alors critique ou pas, en tout cas, c'est de constater que ça a le mérite de fonctionner. Ça a le mérite de fonctionner sur l'efficacité et la relation client, c'est très important. Oui, c'est ça. En fait, c'est efficacité. Globalement, en fait, pour résumer, hein, il faut le client est roi. Une vision à 360 degrés, ne pas avoir peur de mouiller la chemise et vouloir toujours plus. Il ne dit jamais, ce n'est pas mon travail. Je trouve ça incroyable quand un collaborateur dit c'est pas mon boulot, qu'on entend souvent. Il dit je veux pas entendre ça. Un investissement 100%. Personnel et sur le long terme. Impliqué, voilà. On ne travaille pas pour une équipe, pour son équipe, mais pour toute l'entreprise. Et pour le client, évidemment, en bout de chaîne, qui doit être servi. C'est le client, en fait. Qui doit être servi, coûte que coûte, quelles que soient les conditions météo, les conditions évidemment de transport. C'est effectivement un homme dont on va parler régulièrement, évidemment, dans cette émission. Merci Fanny pour cette pause café. Merci à vous. Le cercle RH est dans une poignée de secondes. On s'intéresse à l'inclusion. Alors c'est un mot un peu valise, ça veut dire quoi ? On parle souvent de l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises, mais pas seulement. Et vous verrez, on a 2 entreprises leaders très connues, des marques connues, qui ont fait le pari de l'inclusion. On va évidemment essayer d'en savoir plus avec elles. C'est dans quelques secondes et c'est juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Bismart, on s'intéresse, on en parle beaucoup sur ce plateau, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, on s'intéresse à l'inclusion. Alors l'inclusion évidemment pour le grand public, on a eu la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui est venue nous en parler, c'est l'intégration des personnes handicapées dans l'espace professionnel et dans le monde du travail. On va bien sûr en parler, puis on va s'intéresser peut-être à ce mot, à la définition qu'on donne à ce mot, qui est arrivé dans le vocabulaire il y a quelques temps, ce n'est pas un mot qu'on utilisait il y a 50 ans, l'inclusion. On en parle avec 2 acteurs essentiels de cette question. Ils sont leurs entreprises et eux-mêmes sont très impliqués sur cette question. Laure Cotreau, merci d'être avec nous. Vous êtes leader Handicap France chez Decathlon, qui est une entreprise
pilote qui mène une véritable politique, et on va en parler avec vous, d'inclusion des personnes handicapées, avec un suivi, un accompagnement, un travail de fond. Decathlon, évidemment, pour tous ceux qui y arriveraient de Mars, c'est une entreprise qui propose des objets de sport, de vêtements, de tout ce qui est... voilà, pour le dire simplement, qui n'a pas un jour poussé la porte de Decathlon. Alain Masson, merci d'être avec nous. Ravi de vous revoir parce que vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet. Directeur RSE chez Sodexo France. Alors, il y a une antériorité plus importante. Sodexo est une entreprise depuis très longtemps, depuis plus longtemps encore, engagée. Et j'ai vu que c'était le premier employeur privé de France à Sodexo. Oui, dans le Ça, monde. Dans le monde. Dans le monde. Non, mais c'est important de le dire parce que, vous voyez, je ne le savais pas que votre entreprise était... Plus de 400 000 salariés. 400 000 salariés, ça veut dire, et vous êtes évidemment à la pointe sur cette question. D'abord, c'est une question un peu pour... on a eu la secrétaire d'État qui utilise le mot inclusion quasiment dans chacune de ses phrases, ce qui est normal. Quelle définition vous donnez à ce mot inclusion? Parce qu'on a le sentiment que c'est un mot un peu valise. Alors, spontanément, on pense aux personnes handicapées, on pense à intégration, à s'inclure. Quelle définition, Laure Cotreau, et évidemment, Monsieur Masson? Pour moi, l'inclusion, c'est donner une place la définition, c'est donner une place à chacun. En fait, il n'y a pas d'inégalité. Tout le monde a une place et c'est permettre à tout le monde de développer un sentiment d'appartenance. C'est très important que chacun s'identifie, appartienne. On appartient à sa famille, à son entreprise. Voilà, pour moi, c'est ça. J'existe. J'existe. J'ai une place dans la société. Je On suis m'en donne une. quelqu'un. Je Voilà. suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Alors, on reviendra d'ailleurs sur cette question. Il y a, excusez-moi, il y a les personnes de plus de 58 ans qui sont sur la brèche et qui n'ont pas de boulot. Mais vous avez évidemment aujourd'hui Mais moi, j'ai un boulot. un travail passionnant d'ailleurs. Vous avez les personnes LGBT, vous avez les personnes handicapées. Ouais. Ça rentre dans l'inclusion, ça? Oui. Ça rentre dans la famille. Pour moi, oui, parce qu'il y a une singularité de chacun, en fait. Il y a une personne, après, elle est comme elle est, enfin, c'est en elle, mais pour autant, elle doit avoir accès à tout. Donc c'est la question des différences. Alain Masson, votre définition de l'inclusion? Alors, je vais l'accoler à un mot qui est plus connu et plus ancien, la diversité. Pour nous, c'est diversité et inclusion. La diversité, c'est avoir des personnes diverses, LGBT, personnes âgées, jeunes de moins de 26 ans, personnes handicapées évidemment. Et l'inclusion, c'est comment, et c'est pas simple, comment on fait travailler toutes ces différences que Laure vient d'évoquer ensemble. Alors, c'est pas simple du tout. Donc pour moi, avec Non, bien 4 sûr. grands leviers, évidemment de la non-discrimination, c'est légal en plus, mais aussi l'égalité des chances. Hein. Nous, dans nos métiers, on est là pour essayer... C'est la restauration, je ne l'ai pas dit, mais c'est Oui, c'est restauration la restauration collective collective et service. Je Il n'y a, tiens pas à- que, il y a pas que les Voilà. cantines, pour le dire simplement. C'est ça. Voilà, Ouais. merci de le soulever. Non, oui, vous proposez Souligner. d'autres services Exactement. et de qualité. Exactement. Et donc, l'égalité des chances, et puis aussi la performance et l'engagement. Et ce que disait Laure, c'est-à-dire que si on est reconnu pour ce qu'on est, quelle que soit notre Bien sûr. différence, en plus ça évolue au cours des... l'âge, par exemple, ça évolue. Donc, et comment ça fait mieux fonctionner l'entreprise? Parce qu'on va être, nous, bien dans nos baskets, considérés comme on est, et donc, collectivement, ça peut donner de bons résultats. L'inclusion, donc c'est quelque chose d'assez large. On va rentrer dans le concret, mais vous, c'est intéressant de savoir comment vous vous situez dans l'entreprise. Alors vous êtes dans des entreprises qui sont des mastodontes, qui sont des marques très connues, premier employeur privé dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Quand vous êtes dans le board, comment ça se passe? Quand vous êtes face aux dirigeants de l'entreprise, comment on vous intègre quand on dit ah tiens c'est la dame de l'inclusion? Non mais vous comprenez bien ce que je veux vous dire. C'est qu'il y a quand même des métiers centraux. Il y a les finances, il y a la production, il y a les stocks, il y a les métiers, des cœurs de métier. Et puis comment ça se passe? Comment on impose et comment on fait comprendre à ceux qui produisent que c'est essentiel à une entreprise? Déjà, nous, on a beaucoup évolué. On parle du handicap depuis 20 ans chez Decathlon. C'est vrai. Le reste, un peu plus récent. Mais en tous les cas, on est tous réunis au sein d'une même entité qui sont les RH. C'est les RH qui pilotent. C'est les RH qui pilotent. Et là, déjà, on a vu l'évolution. Enfin, en tous les cas, nous, on l'a vu sur le handicap, où avant, on était plutôt piloté par quelque chose de juridique. C'est ça. Aujourd'hui, on est C'est vraiment important. piloté. L'opérationnel. Voilà. Eh ouais. Aujourd'hui, on est piloté par plutôt RH. Et là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que des C'est RH, humain. c'est notre quotidien. Et puis, c'est notre quotidien. On Ah ouais. le côtoie, on en parle. Donc finalement, aujourd'hui, maintenant, j'en parle assez facilement avec n'importe qui de l'entreprise. Sodexo, c'est RH, rattaché au pôle RH. Comment ça se marche? Alors, non. C'est intéressant d'avoir l'ingénierie. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on Eh ouais. on le fut, et traditionnellement, c'est effectivement pour moi une extension Bah oui, des RH. ressources humaines. Bah oui. Nous, on est intégrés aujourd'hui au sein de la direction RSE, rattaché à un membre du COMEX.
ce qui donne, alors c'est pas Plus ce qui de- donne plus de force. de l'importance, voilà, Ah ouais. parce que c'est très transversal, parce qu'on est sur tous les sujets, mais aussi le handicap. Donc là, nous, on est rattachés, si vous voulez. Mais par contre, moi, je dis toujours qu'on est, on est des facilitateurs, parce que les opérationnels, vous le disiez, ont d'autres contraintes, ont d'autres priorités, bah oui. sont pris par leurs clients notamment, qu'ils soient chez Decathlon, chez Sodexo. Et donc, nous, on arrive pour faciliter les choses, pour déconstruire les stéréotypes, et puis pour faire comprendre Faire en sorte que ça se passe bien aussi. et que ça se passe bien. Ah ouais. Parce que il y a des gens qui vont réagir justement aux obligations légales. C'est comme ça, l'humain est fait comme ça. Ils vont réagir. D'autres vont être sur l'empathie. Pas toujours très bon d'ailleurs dans le handicap. Il faut plutôt raisonner avec son cerveau qu'avec ses tripes. Et puis d'autres vont rechercher, et ça on le voit, je pense que c'est la même chose chez Decathlon, quand on a notamment des personnes handicapées, il y a potentiellement, si c'est bien accompagné et bien intégré, une certaine solidarité qui se développe dans les équipes. Donc certains managers recherchent ça aussi. Donc vraiment, il faut être facilitateur pour voir comment tout ça va se... On va se tourner vers le concret parce qu'on a envie de savoir Ouais. comment ça s'organise, comment on accueille, comment vous recrutez, parce qu'il y a vraiment un débat sur les structures d'accueil. Mais quand même, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué et un peu ému d'ailleurs, c'est que vous expliquiez il y a quelque temps sur ce plateau que vous étiez vous-même confronté à cette question et que on en parlait bien quand on était aussi confronté directement. Souvent. Votre fille, me semble-t-il. C'est une obligation ou pas? Parce que quand on vit les choses dans ces tripes, on est quand même capable d'en parler dans l'entreprise et de dire ça se passe vraiment comme ça. Quelque part, ça vous rend meilleur, ça vous rend plus fort sur ces sujets-là, d'avoir à titre personnel vécu dans votre quotidien de père cette question. Alors, je ne sais pas si ça me rend plus fort, parce que j'aborde pas le handicap à la maison comme je l'aborde dans l'entreprise. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas le faire, parce Ouais. qu'il y a beaucoup plus d'affect. Ah oui. Et là, on est sur plus des personnes différentes, etc., enfin, des personnes plus nombreuses. Par contre, comme on est confronté au sujet, on s'intéresse un peu plus au sujet, donc on a une expertise peut-être supérieure Une que la connaissance moyenne. même, je dirais, il y a comme ça les grands discours de communication, puis vous avez la réalité, la difficulté de trouver un job, Et un sur stage. l'emploi, j'ai bien vu que c'était compliqué pour une personne handicapée d'accéder à l'emploi, même encore maintenant. Racontez-nous, je ne connais pas votre histoire personnelle, et tout ça est très intime, mais comment ça se passe cette relation avec ces personnes handicapées, ces personnes que vous accompagnez? Pourquoi cette appétence? Pourquoi avoir choisi? Parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Non, c'est pas un métier. Alors, moi, à la base, c'était pas du tout mon métier. C'est ça. J'étais responsable de rayon chez Decathlon. Oui, j'ai vu que vous aviez un parcours assez intéressant. Voilà. Vous êtes partie de la base, quoi. Voilà, je suis partie vendeuse, responsable de rayon, voilà. Avec le petit gilet bleu. Le petit gilet bleu, tout à fait. Et par contre, une grosse fibre humaine et une grosse appétence pour les gens. J'aime à dire que j'aime les gens, quels qu'ils soient. en C'est fait. bien de l'entendre. Voilà. Ça fait du bien de l'entendre. Et du coup, voilà, il y a eu la mission handicap qui avait un peu de mal à se développer. Et du coup, on commençait à réfléchir à comment Ouais, pratiquement, ouais. voilà, comment avancer, évoluer. Et du coup, on a décidé d'avoir des référents handicap. Et au niveau du local, parce qu'on avait une personne qui s'occupait de l'ensemble de la Par France. magasin. C'était le rêve. Bah oui. Donc en 2010, c'était le rêve. On s'est dit par magasin, par entrepôt et par service. Parce qu'aujourd'hui, Il y a aussi des entrepôts, bien sûr. Et voilà. Donc, et du coup, avec cette appétence humaine, on m'a proposé est-ce que le sujet vous vous êtes m'intéressait. engouffrée. Moi, je me suis engouffrée. Et alors, je m'explique, pardonnez-moi l'expression, mais je me suis éclatée. Enfin, j'ai énormément appris. Oui, ça, vous j'avais aussi un retour. Hein. j'avais peur parce que je n'étais pas une technicienne du handicap. Non, mais vous étiez avec votre trip aussi, Voilà. votre envie et votre désir. Et Decathlon m'a plutôt rassurée en me disant mais on ne cherche Ouais. pas une technicienne, Ouais, on cherche probablement. quelqu'un qui a envie et qui y va. Vous vous souvenez de votre premier recrutement, puisque vous parliez des RH, il y a quand même un aspect technique pratique, c'est-à-dire que vous avez des jeunes, femmes, hommes, qui Ouais. ont certains des handicaps visibles, d'autres, on va en parler, des handicaps invisibles, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à passer les différentes étapes et être arrivés dans un bureau chez Decathlon. Vous vous souvenez de ce premier moment où il est question d'embaucher une personne handicapée, de lui expliquer que dans quelques semaines, elle sera salariée de l'entreprise. Vous vous en souvenez? Oui, moi je m'en souviens. En plus, à l'époque, je n'étais pas référente, j'étais responsable de rayon et je l'ai embauchée. Et en fait, j'ai embauché une personne. J'ai pas embauché une personne handicapée, en fait. Avec laquelle vous aviez Avec laquelle noué une j'ai eu relation. un échange en lien avec ce que je recherchais dans les savoir-être, dans les savoir-faire par rapport au poste que je proposais. Donc, en fait, je me suis sentie très à l'aise. Handicap visible ou handicap invisible? Invisible. Invisible. Donc c'est important de le préciser. Et du coup, je me suis sentie très à l'aise parce que
en fait, j'étais à l'aise de me dire que je cherchais une personne, pas une personne handicapée, enfin, qu'elle ait sûr. 50 ans, qu'elle ait... Voilà, donc j'ai déroulé mon entretien très naturellement. Comme si, Voilà. Et puis après, je me suis posé une question. Est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne ? comme on fait d'habitude. Comme je fais d'habitude. Bah ouais. enfin, Et du coup, je me suis dit, ben oui. Et donc là, après, du coup, je suis allée sur quels sont vos besoins d'aménagement. J'ai un Et là, peu creusé. et là, on arrive sur les difficultés d'horaire, de Exactement. déplacement, par exemple, s'il y en a. S'il y en a. Et Mais puis, vous commencez traditionnellement par un entretien RH. c'est important. Je ne vous demande pas le premier entretien que vous avez eu, mais la question qu'on s'était posée la fois dernière, et je vous la repose, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un effet un peu entonnoir. Au-delà des efforts que vous faites dans vos entreprises, il y a beaucoup de familles qui disent, mais moi j'ai un mal fou à trouver le stage, rien que le stage. Comment vous faites là concrètement on vient vers vous, vous êtes sollicité, ultra sollicité, ou vous allez dans des structures d'accueil, des centres, comment ça marche? Les deux. Les deux. Ou les trois. Ouais. Alors moi, on ne recrute pas. Alors la mission handicap chez Sodexo ne recrute pas directement, ça m'est arrivé de recruter. Mais effectivement, on va dans des... Il y a maintenant aujourd'hui, depuis très longtemps, et c'est pas de la discrimination, c'est de l'action positive, des salons spécialisés pour les personnes handicapées. C'est ça. L'ADAPT en organise depuis très très longtemps. Donc là, on est un peu plus à l'aise parce qu'effectivement, on sait que la population en face de nous va être handicapée. Donc la question du à quel moment je pose la question, c'est beaucoup plus simple. Mais la personne vous le dit? Comment ça se passe à ce moment-là? Là, Parce qu'il y a- c'est troublant ce moment-là en fait. Sur un salon, Vous le savez. à part une seule fois où j'ai eu quelqu'un qui n'était pas handicapé, mais tout le monde est handicapé. D'accord. Donc, à Là- un moment donné, on peut se permettre, généralement pas D'être au plus début, direct. ouais, exactement, et de poser la question et d'avoir le droit de poser la question. Quelle est votre difficulté en Voilà. fait? Par rapport au poste que je viens de vous présenter, Qu'est-ce qui- quels seraient les aménagements que je dois... Voilà. Y a-t-il des aménagements? Où y a-t-il en effet? Quelquefois, il n'y en a pas. Ouais. Donc, si vous voulez, donc il y a ça, et puis il y a effectivement les associations. On a un tissu, un écosystème assez important C'est ça. de clients notamment, qui nous sourcent aussi des stagiaires, des candidats, et puis aussi quand les RH, là pour le coup, vont dans des forums pour l'emploi, potentiellement ils ont un pourcentage de personnes qui peuvent être handicapées. Donc c'est pour ça qu'il faut les former aussi. Il faut rappeler qu'il y a des différentes lois, on les avait évoquées avec Sophie Cluzel, qui évidemment obligent, parce que là on est dans l'aspect légal, Ouais. c'est 6% de la masse salariale qui doivent être, et quand on ne le respecte pas, vous m'arrêterez si je me trompe, on paye des amendes. Contribution. Une contribution. Non, mais vous avez raison. J'avais dit amende. Mais c'est de l'argent. Mais c'est en tout cas, l'entreprise doit C'est verser. coercitif. Vous en êtes où, vous, sur ce fameux... Parce que là, on n'est pas loin, les chiffres progressent quand même. On y est presque. Vous y êtes presque. 5,88. C'est ça. Donc vous êtes vraiment un bon élève, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à 5,88. Pas mauvais élève. Ah oui, quand même. Décathlon. Nous, on est à 4,68. Et- Toute entité confondue. Et en hein. progression. Hein, Et en progression, oui, tout à fait, en progression. Donc, quand je dis toute entité, ça veut dire service, logistique et... Oui, parce qu'il y a aussi le Les magasins. backup. Il n'y a pas que la Voilà. visibilité client. Après, nous, je pense que c'est un peu comme Sodexo. L'ambition, c'est pas demain d'être à 6%. Parce que l'idée, c'est pas de faire du quantitatif. C'est pas du chiffre. C'est pas du chiffre. que les gens On soient peut bien. le faire, hein, quand vous voyez le taux de chômage des personnes en situation Bien de sûr. handicap, c'est pas un problème. Hein, on peut... Il faut que ça Mais aujourd'hui, c'est les inscrire durablement, en fait. Exactement. Mais vous, votre métier, on a compris qu'il n'y avait pas que du recrutement, il y a aussi beaucoup de visibilité. Les médias, d'ailleurs, servent à ça, pour pouvoir aussi propager cette idée que ces personnes sont bien, qu'elles sont accompagnées. Ça bloque pas. Il y a des moments où il faut faire du RH avec le manager, parce que le manager vous dit, ça colle pas, parce que le salarié est formidablement humain et sympathique, mais le poste lui convient pas pour 1000 raisons. Il y a des montées d'escalier, il y a des difficultés, je ne sais pas. Vous avez tous ces cas de figure-là. Comment on fait là? On essaye d'aller en tous les cas au bout du bout, j'ai envie de dire. En fait, aujourd'hui, on n'est pas seul non plus. Il faut savoir aussi se faire accompagner. Moi, je vous disais au début que je ne suis pas une technicienne du handicap. J'ai jamais fait d'études dedans. Les aménagements de poste, tout ce qui est handicap cognitif, je ne connais pas. C'est pas mon métier. Moi, je suis là pour faciliter. Je suis là pour dire que c'est Donc des possible. techniciens, Donc, des personnes qui Donc, viennent... Aujourd'hui, nous, on est accompagnés. Enfin, nous, on travaille avec un cabinet d'ergonomie, Bien sûr. avec des psychologues du travail. Là, on est en train même d'aller dans l'éthologie. L'éthologie, bien sûr. Enfin, voilà. Et du coup, on essaye d'aller au bout des solutions. Mais à un moment donné, c'est toujours cette notion de raisonnable. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Et c'est ça où, effectivement, on Qu'est-ce que vous entendez par raisonnable? On ne peut pas demander l'impossible. ne peut pas demander On est Un d'accord. aménagement raisonnable. raisonnable. Il est raisonnable selon, je vous coupe Laure, mais
selon la situation, selon l'entreprise, selon le contexte. En fin de compte. L'équipe. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un en fauteuil roulant qui arriverait dans un bâtiment, son bureau est au 4e, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a l'aménagement un peu déraisonnable de construire un ascenseur, et puis il y a celui de dire peut-être qu'on va le changer et qu'on va le mettre au premier étage. Voilà. Ouais. Hein. Ou au rez-de-chaussée, si Ou au possible. rez-de-chaussée, voilà. Non, qu'est-ce que je raconte Ouais. Au rez-de-chaussée. Ouais. Il lui est accessible. Et là, parce qu'il il y a y une va. rampe. Bah oui. Parce qu'une rampe, c'est moins cher qu'un ascenseur. Bah oui. Ça, pour moi, c'est typiquement comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on essaye d'aborder les choses en disant de façon pragmatique. On peut, à l'impossible, nul n'est tenu, mais on peut trouver plein de solutions en se faisant aider. comme Mais je dis là. là, évidemment, dans l'image d'Épinal des valides, il y a le handicap physique, c'est-à-dire qu'on a une difficulté, et on imagine, on a vu, il y a aussi le handicap non visible de personnes qui ont des troubles psychologiques. Il est même majoritaire. Et majoritaire, je dis que c'est 80% finalement des handicaps qui ne sont pas visibles. Ouais. Là, ça vous oblige aussi à avoir une technicité, des experts qui vous disent, effectivement, il peut être bipolaire, mais il n'y a pas de souci, on peut l'intégrer. Il y a des choix parfois compliqués quand vous avez des candidats où vous avez une hésitation. On a des petites appréhensions, forcément. Enfin, on se dit, est-ce qu'il est vraiment à même de gérer 6 heures de travail par jour? C'est des questions que vous vous posez. Il y a des petits cas de conscience, il y a des petits moments difficiles quand même. Bien sûr qu'on se les pose. Alors là, pour moi, c'est le rôle du médecin du travail Ouais, de nous aiguiller. Important. C'est Ouais, important, le médecin bien sûr. du travail, de nous aiguiller. Et après, il y a aussi la maturité de l'équipe, là où il veut aller. Aujourd'hui, moi, je fais très attention sur un magasin. Est-ce qu'il a déjà accueilli des personnes en situation de handicap? Exact. Quel type de handicap? Que tous ceux qui savent, ils savent faire quoi. Parce qu'on bien sûr. Bah oui. pourra mettre tous les aménagements possibles C'est en les place, humains autour, qui comptent. matériel. Il faut la sensibilisation de l'équipe, l'accompagnement de l'équipe, elle fait aussi Fondamental. 50% de Bien sûr. l'intégration. Parce que et c'est aussi du- la mise en confiance de la Bien personne sûr, handicapée qui bien va dire, sûr. voilà. Tout le monde est gagnant là-dessus. Les cas de conscience parfois sur des problèmes cognitifs, des problèmes psychologiques, des troubles dont on vous dit il n'y a rien à craindre, mais on pèse, on réfléchit, parce que c'est pas rien quand même d'intégrer quelqu'un dans une entreprise, c'est pour durer. Je suis complètement en phase avec Laure. Moi, j'ai un exemple chez Sodexo. On a embauché un jeune homme psychopathe. Ah, ça c'est le mot qui est frais. Alors, psychopathe, Non, c'est un mot qui c'est est- forcément, on le voit dans les médias, mais celui qui est psychopathe de façon très extrême. Il a fallu, et j'avais, comme le dit Laure, une équipe complètement impliquée sur le sujet, avec d'ailleurs Obligatoirement. le manager faisait partie du réseau handicap, donc voilà, et c'est comme ça qu'on a pu l'intégrer. Ça se passe super bien. Mais c'est vrai que la psychopathie, par exemple, qui fait partie des maladies psychologiques, et qui sont partis des nouveaux, puisque ce n'était pas pris en compte Non, avant non. par la loi, c'est depuis 2005 simplement, ça n'a pas été simple. Et en plus, notre client nous a suivis. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Bah oui, parce qu'il y a une Nous, on est relation chez le client. client. Bah oui. Donc, voilà. Et ça, c'est un très bel exemple. Il n'y en a pas 50. Mais voilà, on ne peut pas embaucher une personne comme ce jeune homme comme on embaucherait quelqu'un qui aurait... un diabète ou alors un aménagement très simple, un siège ergonomique par exemple. C'est pas du tout la même chose. Donc là, il faut plus d'accompagnement. Moi, je dis qu'il y a toujours beaucoup plus d'anticipation Oui. pour intégrer des personnes handicapées que des personnes, alors moi je dis ordinaires, ou non handicapées. Non handicapé. Voilà, parce que valide, c'est... Moi j'ai dit valide. Oui, non, mais c'est c'est- le terme consacré, c'est- mais mais valide, c'est les déficiences motrices. Et on ne prend pas en compte les Voilà. problèmes cognitifs. C'est- On parle des autistes, puisqu'on parle du cognitif, partons sur la question de l'autisme. Ça aussi, c'est un autre combat qui Oui. sont menés par des familles. Parce qu'on nous dit, est-ce vrai? Je pense que les scientifiques ont raison, c'est que quand on les intègre, quand on les met dans des structures, on va mieux. C'est-à-dire qu'on peut même presque ouvrir la porte, parce que c'est une porte qui s'est fermée dans l'autisme. L'autisme, c'est une réflexion que vous menez dans vos services respectifs. Oui, bien sûr. On ne le voit pas forcément. Il y a les autistes Asperger, par exemple. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de méconnu. Il y a tellement de différentes sortes d'autisme. Donc, Oui. tout le monde a son avis un peu sur l'autisme, comme tout le monde a son avis sur les handicaps psychiques. Voilà, on fait beaucoup d'amalgames. Voilà, donc, Beaucoup de fantasmes, ouais, c'est vrai. voilà, exactement. Donc, c'est assez compliqué, mais aujourd'hui, on doit s'y pencher. On doit s'y pencher parce que, au-delà du fait que c'est compliqué, c'est des personnes qui ont un talent et qui seront très forts sur certains métiers, en fait, qui ont tellement Donc, à une apprendre. puissance à d'autres. incroyable, parfois Exactement, intellectuelle. et puis aussi, qui peuvent nous apprendre dans notre manière de travailler, dans nos Ah oui, bien changements, sûr. dans nos réflexions. Mais dans les entretiens RH, je peux dire des valides, puisque vous aviez une autre expression, Alain, mais il y a des entretiens RH qui, évidemment, permettent à ceux qui ont intégré... Qu'est-ce qui remonte? C'est quoi la consolidation des retours que vous avez de salariés qui disent moi au début j'étais réticent, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de salariés qui se disent mais ça ne le fera pas.
Puis finalement, au fil de l'eau, on découvre que ça s'est très bien passé et qu'eux-mêmes ont appris sur eux-mêmes. Bien C'est ce sûr. qui ressort ou pas Oui. Ouais. L'humain apprend de lui-même quand il est avec des personnes handicapées, non? Ouais, mais on dit toujours la diversité. On entend des fois où il y a des formations, on dit manager la diversité. C'est manager, c'est-à-dire que manager, on manage des gens différents. Différent. Et C'est vrai. alors, ça marchera pas à chaque fois, évidemment, mais les personnes qui le font, enfin, c'est ce que disait Laure, on sait, moi, c'est pareil, je sais que sur certains sites, je vais pas, ça va pas le faire, quoi. Donc parce que le contexte, parce que les Vous connaissez personnes- les humains? Ouais. Voilà, on Ouais, connaît ouais. les managers de site notamment, ou l'équipe, ou le contexte. Ça peut être un contexte aussi difficile. Ou le client, qui voilà, va pas forcément. ou un client. Ouais, peut-être. Voilà, même si ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Voilà, donc les gens qui ont fait cette étape-là, parce que c'est une étape, ils ont franchi un cap, et souvent, après, c'est un peu nos ambassadeurs. Hein. Oui, Parce que c'est vachement plus important, Ouais. et pour moi, plus impactant Ah ouais. que ce soit Un le hési- manager, mon Ouais. collègue que je rencontre, Qui lui-même hésitait un peu. qui lui hésitait, qui dit c'est vachement bien, que ça soit Alain Masson ou Laure. Parce que nous, C'est vrai. on Là, est vous êtes considérés convaincu de cette acquis à la question. cause, Ouais. Ouais, c'est ça. et les autres, c'est beaucoup plus puissant. Les retours RH, parce que vous connaissez la vie à la base de l'entreprise. Vous savez ce que c'est que dans un rayon, de gérer, de ranger, c'est important. de blaguer. Il y a beaucoup de fraîcheur dans les rayons de chez Decathlon. C'est jeune. On s'amuse un peu. C'est un peu le fun aussi. Les retours RH, c'est quoi de jeunes qui vous disent, en fait, Béatrice, Stéphane, au début, on ne savait pas trop comment faire. Puis finalement, ça roule. Alors, nous, on a une chance, et je pense qui est propre à Decathlon, c'est le sport. Oui, ouais, Et nous, c'est notre clé d'entrée pour entrer chez Decathlon. On regarde le CV par le bas. ouais. Il y a du sport, il y a pas, on continue, il n'y a pas de sport. C'est ça le diplôme, en gros. Le diplôme, évidemment. c'est le sport. Et donc, Aimer savoir en parler. Hein. ouais, oui, tout à fait. Bah et du coup, c'est finalement, quand on intègre des personnes sportives, en situation de handicap ou pas, leur point commun, c'est le sport. Donc, ouais. leurs premiers échanges, Ouais. c'est sur le sport. Et leur passion pour le célèbre sportif. Exactement. Oui, donc ils échangent Donc, là-dessus. ils échangent là-dessus. Donc, Le handisport prend une place importante, exactement. avec des champions. Tout à fait, de plus en plus. Bien on sûr. en entend de plus en plus parler. Ouais, ouais. C'est temps qu'on en entend Ouais, parce parler. qu'il y a un relais évidemment pour C'est vous qui amélioré aussi, ça. est intéressant. Le handisport, on en parle. Il y a des champions qui sont valorisés, Et nous- présentés. Et nous, on a des champions au sein de nos magasins. Que ce soit en sport adapté, on a le champion de France de VTT sport adapté, on a le capitaine de l'équipe de France handi rugby. Enfin, Qui sont aussi des ambassadeurs qui sont- de cette cause. Qui doivent être des ambassadeurs. Et qui sont des ambassadeurs. Ouais, qui est Donc, une autre stratégie que celle menée, j'allais dire, par Sodexo, qui n'ont pas les mêmes profils de... mais à la fois, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, on a développé. Alors, opportunité du Covid, il faut se dire qu'il faut saisir les oui, opportunités. ah oui. Mais du coup, on a développé tout le travail avec le milieu protégé, oublions les pas. Exact. En fait, le milieu protégé, là aussi, il y a des personnes qui sont dans un centre, mais qui développent des compétences et qui peuvent être utiles à chacun. Ouais. Et avec un autre type de handicap. Et là aussi, on a un peu des préjugés en les mettant sont dans un établissement donc, spécialisé, ça va être un peu difficile. Et là, on s'est rendu compte que non, c'était pas difficile. En fait, c'était l'accompagnement qu'on pouvait faire. Et en fait, moi, je montre l'exemple et je diffuse. C'est ça. Que ça marche. Bien sûr. Le temps a filé à une vitesse incroyable, ce qui est plutôt bon signe. Alain. Un mot de conclusion, j'en suis désolé. Non, je rejoins Laure sur le secteur protégé, et notamment, vous aviez reçu Sophie Cluzel sur votre plateau, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des choses qui se font, notamment, je pense à l'emploi accompagné, qui est un système qui vient un peu du milieu protégé, et avec des job coachs, Tout à fait. et qui justement permettent de sécuriser, d'être rassuré, de sécuriser la personne handicapée qui va sortir de ce milieu protégé, où il est un peu cocooné, pour Et aller qui vers aide le milieu manager. ordinaire Ah oui. chez nous. Et donc, lui, il est rassuré, ou elle. Et puis, le manager, parce Ah qu'il oui. dit, de toute façon, si j'ai un souci, je peux appeler le job J'ai le coach. coach. Et ça, c'est top. Une forme de tutorat de job Complètement. coach. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Merci à de vous. nous avoir fait Merci partager beaucoup. votre passion et vos actions concrètes, parce qu'il n'y a pas que de la passion, il y a des actions extrêmement concrètes. 5,88% de vos salariés, de la masse salariale sur 400 000, ce qui est Sur la France. sur la France. Sur Voilà, 30 000. ce qui est déjà beaucoup. C'est pas mal. C'est pour la Sodexo, puis 4,95. 4,68. 468, vous n'êtes pas loin. Voilà. Je sais que vous allez continuer au-dessus de la à moyenne. avancer. Et au-dessus de la moyenne française. Laure Cotreau, merci, leader handicap France chez Decathlon. Et merci à Alain Masson, directeur RSE chez Sodexo France. C'est un plaisir de vous accueillir. On termine par Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'insertion de ceux, c'est aussi une question d'inclusion, de ceux qui sont sur le bord de la route depuis longtemps. Et grâce à cette structure BTP, vous allez voir, ils retrouvent un travail, un emploi et de la dignité. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup de recrutement dans cette rubrique. Aujourd'hui, on va parler d'insertion et d'inclusion sociale. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis le mot inclusion. J'ai dit insertion, mais c'est aussi de l'inclusion sociale. On en parle avec Jordan Mirval, responsable activité BTP Île-de-France chez Synergie. C'est intéressant le parcours dynamique emploi parce que c'est un parcours d'inclusion sociale. Racontez-moi comment est née cette initiative. Alors, dans un premier temps, le parcours dynamique emploi s'inscrit dans une opération que Synergie a lancée en fin d'année 2020, qui est l'opération 1000 jeunes en CDI intérimaire pour bien démarrer. Donc, c'est Ce nouveau statut du CDI intérimaire. Exactement. Donc, c'est une opération qu'on a mis en place pour répondre à l'appel de la ministre du Travail pour mettre en emploi les jeunes. Donc, Synergie s'est engagée en fin 2021, enfin à l'issue fin 2021, à embaucher 1000 jeunes en CDI intérimaire. Donc, de ce constat, les entreprises en fait ont besoin, les marchés publics imposent de remplir des clauses d'insertion. On l'évoquait il y a quelques secondes sur la question de l'inclusion, qui est aussi. Tout à fait. Voilà, c'est la RSE au sens large du mot. Exactement. Alors, dans le BTP, c'est plus compliqué parce que les entreprises ont besoin de personnel qualifié, ont besoin de compétences. Et ils en cherchent d'ailleurs. Voilà, ils ont vraiment besoin de compétences. Donc, on est parti du constat que les entreprises soit prennent du personnel en insertion, mais qui ne matchent pas forcément avec les compétences. Et ils n'en sont pas très contentes. Donc c'est compliqué et derrière la mise à l'emploi ne se fait pas, ils remplissent ses heures d'insertion et voilà, basta. Soit ils préfèrent payer les pénalités. C'est ça. En disant je perds trop de temps avec des salariés en insertion. Exactement. Ils ne m'apportent pas le besoin que je cherchais, je paye. Quel est, là, votre dispositif? C'est quand même, comme vous dites, la mise à l'emploi, qui sont des mots de techniciens. La mise à l'emploi, c'est le fait qu'un salarié soit capable de répondre sur un chantier à quelque chose. Comment on les forme? Parce que c'est tout l'enjeu. Ils étaient loin de l'emploi et vous les ramenez sur l'emploi. Exactement. Alors, on a pensé un dispositif 3 en 1, alliant la formation. Dès le début de ce dispositif, ils seront formés à un emploi, donc sur un métier en général pénurique, sur le BTP. Et surtout, ils s'inséreront dans une formation rémunérée et surtout qualifiante. Et CDI à la clé ou pas? Oui. Ah, d'accord, c'est important. Bien évidemment. Bah, ouais. Dans le 3 en 1, on a la formation. Donc, ils bénéficient de tout un panel de formations. J'en parlerai un peu plus tard de ce qu'on a mis en place avec Bouygues. Ensuite, ils ont un accompagnement sur mesure. On en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, une forme de tutorat. Exactement. Alors, dans le cadre de ce programme, il y a un double tutorat. Il y a un tutorat client sur chantier et un tutorat synergie. Et ensuite, tutorat, donc on appelle, et physiquement la personne est là, elle vient de temps en temps voir comment ça marche, parce que c'est... Il y a un passage, alors il y a un tutorat quotidien qui se fait avec le chef de chantier. Très important. Et un tutorat très régulier, donc hebdomadaire, sur chantier, par les équipes Synergie. Juste un mot, ça se passe, j'imagine, comme ça, en début d'intégration d'une personne handicapée, il y a un gros tutorat et un suivi quand même. Oui, c'est très important. J'allais dire personne handicapée et toute personne. Et toute personne issue de la diversité. De la diversité, non, parce que là, on est dans l'inclusion large, là, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, non, il faut du tutorat parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des parcours de vie compliqués. Et il faut quand même les remettre à l'emploi et de façon durable, c'est ce que vous dites. Exactement. Donc il y a le double tutorat qui permet d'avoir un suivi extrêmement fin du travail mené par la personne. Et la formation qu'elle suit, vous allez l'orienter dans des métiers évidemment qui sont des métiers sous tension. Voilà. Concrètement, ça marche comment? À la fin, c'est un diplôme, c'est pas un diplôme, c'est une formation? Ils ont la formation et bien évidemment, à la fin, c'est un titre pro. Ils ont une qualification et un vrai et ils pourront diplôme vendre, voilà, ils pourront le bien montrer. Évidemment. D'accord. Et la troisième, dans le 3 en 1, on a le CDI intérimaire qui garantit l'emploi stable de la personne en formation. Dès la première heure d'entrée en formation, elle sait qu'au bout, il y a son emploi. Elle est embauchée. Non, elle est embauchée. Elle est en CDI. Elle est déjà en CDI. Elle est dans l'intégration. Elle est en CDI. Donc, elle a la stabilité de l'emploi. Et libre après à l'entreprise, donc en l'occurrence, Bouygues Bâtiment. Là, vous évoquez Bouygues. Voilà. Qui peut ensuite, à l'issue de cette formation, les embaucher en CDI. Pour être concret, combien de personnes aujourd'hui sont dans ce parcours d'insertion et je dirais d'emploi, puisqu'on va au-delà de l'insertion, et comment ça marche? Parce que c'est intéressant de savoir, ceux qui nous regardent, ou des parents, ou des chefs d'entreprise, ça m'intéresse, comment ça marche là, concrètement? Alors, pour être concret, on a lancé donc, ce parcours de formation avec Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social, et en partenariat aussi avec le réseau national des missions emploi. On intègre au 25 janvier 10 personnes en CDI intérimaire.
Donc elles seront formées, elles auront un diplôme. L'avantage, vous parliez des besoins du client, il s'agit d'un chantier de réhabilitation. Ils refont 672 logements. Sans détruire, mais en réhabilitant. Exactement. D'accord. Donc la problématique, c'était de trouver du personnel qualifié en électricité, en plomberie. Dans le cadre de cette formation, il y a un melting pot. Ils auront en tout 10 semaines de formation. Il y aura un melting pot où ils vont apprendre l'électricité, la plomberie, une formation Donc, générale. ils sont sur la polyvalents sécurité. sur plein de secteurs. Bien évidemment. D'accord. C'est très intéressant parce qu'ils peuvent se revendre ensuite Exactement. pour retrouver des jobs ailleurs. L'avantage de cette formation, c'est qu'ils vont voir toute l'enveloppe du bâtiment. C'est vraiment intéressant. Voilà. Juste d'un mot, parce que c'est quand même un sujet un peu complexe en RH, sauf pour les RH évidemment. Mais vous nous regardez les RH. Écrivez-nous d'ailleurs si vous trouvez qu'on dit des bêtises. Moi, je suis prêt à être challengé. Le CDI intérim, en un mot, c'est quoi? Alors, le CDI intérimaire, c'est un CDI classique. C'est un contrat de CDI classique, mais qui permet une flexibilité plus importante aux entreprises. C'est ça. Sur un contrat d'intérim, on ne peut aller que jusqu'à 18 mois, alors que sur un contrat de CDI intérimaire, on peut accompagner notre client jusqu'à 36 mois. D'accord. De plus, c'est également un moyen pour nous de fidéliser et d'accompagner vers la formation notre public. Merci. Bien évidemment, de sécuriser leur emploi. Et de sécuriser leur emploi et surtout d'avoir un objectif concret au bout, parce que parfois on fait des formations puis on se dit ça débouche sur le vide. Là concrètement ils sont en CDI intérimaire. Exactement. Dès qu'ils ont mis leur pied en classe pour être formés par vos équipes. Merci Jordan Mirval, on suivra de près cette initiative qui va décoller parce qu'il y a une telle tension dans le BTP. Vous êtes responsable d'activité BTP Île-de-France chez Synergie avec ce parcours d'insertion pour ces gens qui avaient décroché. Merci Alain Masson de m'avoir accompagné jusqu'au bout, responsable RSE et question handicap chez Sodexo. Merci à Fanny Griesmer, on embrasse Jeff Bezos, on lui enverra un mail d'ailleurs pour voir s'il a vu notre petite pause café d'aujourd'hui. On lui a parlé en direct, va-t-il répondre? Je ne sais pas. Merci à toutes les équipes, merci à la réalisation au son Héloïse et merci à Margot pour l'accueil invité, c'est important. Merci, je serai là demain en direct pour le Cercle des experts, l'actualité de la semaine évidemment, assez riche autour de la vaccination évidemment et de la logistique. Portez-vous bien, à demain, bye bye.